L'instinct, c'est la première émotion que tu as. Je veux faire quelque chose, comment est-ce que je fais? Et on y va, tu vois. Je n'adopte pas l'idée que c'est difficile. Il n'y a pas de difficile, il n'y a que du travail. Durant les week-ends, je mangeais une fois par jour, tu vois, pour l'histoire d'économiser de l'argent. Lorsque tu économises de l'argent, tu mets de l'argent de côté, tu épargnes, c'est à partir de ce moment-là que les opportunités viennent à toi. Concentre-toi sur ce qui marche. Et ce qui ne marche pas, laisse-le de côté. Si tu vends, c'est bien. Si tu ne vends pas, ce n'est pas le plus important. Bonjour à toi, personne extraordinaire. J'espère que tu vas bien. Écoute, on continue la lancée. Je rencontre de plus en plus des personnes extraordinaires. Et du coup, si tu kiffes ce format, tu kiffes que je te ramène des personnes qui font des choses, peut-être, tu vois, des personnes un peu lambda, qui ne sont pas très connues et qui font des grandes choses. Et du coup, j'essaye de te les offrir. Comment? Avec des retours d'expérience, avec des vraies choses. Tu vois, tout ce qu'on ne te dit pas là sur l'entrepreneuriat, sur ce qui se passe vraiment en dessous de l'iceberg. Là, aujourd'hui, on aura l'occasion avec mon invité de décrypter tout ça et d'avoir plus d'infos. Alors, bonjour Bagundo, c'est là, c'est ça? C'est bien ça. Bonjour Bemba, comment tu vas? Écoute, ça va. Merci d'être là, d'avoir accepté ce petit exercice de l'interview. Parce que voilà, à vue comme ça, on rentre quand même dans ton histoire. Et du coup, c'est pas toujours facile pour les personnes de raconter un peu ce qui s'est passé et ce qui les a amenés à l'entrepreneuriat. Mais je pense que quand on avait discuté au téléphone, tu partageais ce fait de vraiment partager, de réunir et de donner de la force aux personnes qui sont peut-être amenées à aller dans ce domaine-là ou pas. Mais au moins, on te dit la vérité. Donc, on va commencer tout de suite par une question très simple. Mais avant ça, abonne-toi sur la chaîne YouTube. Abonne-toi. Parce que c'est ça qui me motive à aller chercher. C'est ça qui me motive à passer à l'action. Parce que la rencontre rapide que j'ai faite avec Bagundo, c'était... En fait, j'ai une connaissance sur laquelle elle entreprend. Elle m'a parlé de lui. Et j'ai envoyé un message tout de suite sur Instagram. Et tout de suite, il a envoyé son numéro, je l'ai appelé dans la foulée. Et franchement, c'est bon. Peut-être il aura l'occasion de préciser notre rencontre qui était vraiment pas comme les autres en tout cas. Et assieds-toi bien, prends ton petit thé si tu fais le ménage comme d'habitude, mets tes écouteurs, ça va être du lourd. Donc, est-ce que tu peux te présenter très simplement? Ok. Bonjour Bemba. Déjà, merci de me Bonjour. recevoir. Merci de me porter de l'intérêt et de m'accorder un temps de parole. Donc, je m'appelle Bagundo Sida. Donc, je suis citoyen français, malien. Ça Ok. fait maintenant à peu près 10 ans que j'ai quitté la France. Donc, je suis originaire de Grigny, en région parisienne. Et en 2010-2011, j'ai quitté la France pour venir à l'étranger. Aujourd'hui, je vis en Chine, mais j'ai vécu dans pas mal de pays d'Asie, notamment Ok. le Japon, Singapour et l'Indonésie. Et dès que tu m'as parlé de Singapour, là, enfin, j'ai commencé à voyager, là. Bon, si tu sais pas c'est quoi le contexte, en fait, je kiffe Singapour, je suis jamais y allé, mais je kiffe ce pays ou cette ville, je sais pas comment tu peux l'appeler, la définir, C'est un mais je pays. kiffe cet endroit et voilà, c'est un pays, donc du coup, bon, même moi, là, je suis impatient de commencer pour qu'il me parle un peu de Singapour parce que j'en ai très envie. Donc, on commence. Donc, explique-moi ton enfance de tes 0 à 15 ans. Tu vois, de 0 à 15 ans. Comment il grandit, Bagundo? D'accord. Mes 0 à 15 ans, je ne peux pas dire de 0 exactement, mais les plus vieux souvenirs que j'ai, moi je suis né à Bamako au Mali, Ok, de parents soninké, donc je suis soninké, c'est mon ethnie. On a oui, quitté la France lorsque j'avais 2 ans. Les plus vieux souvenirs que j'ai sont en France. Donc je devais avoir peut-être 3 4 ans. Et j'étais le genre d'enfant heureux. J'étais heureux et j'étais très sociable. Ma mère m'a toujours dit que j'étais très sociable, que j'arrive vraiment à parler avec des gens que j'ai jamais rencontrés avant. Je disais bonjour à tout le ok. monde dans la rue. Tu vois, j'ai toujours eu cette approche je sais pas d'où ça me vient. On dit qu'il y a certaines choses qui se transmettent par le sang, qui se transmettent par l'ADN. Ouais, Et mon père, c'est quelqu'un, ouais, il est très comme ça. Il est très
il est très avenant, il va beaucoup vers les gens. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Donc, j'ai eu une enfance assez heureuse. Euh, Pas de souci à aller rencontrer les gens. J'ai pas vraiment de mauvais souvenirs de mon enfance. Tu vois, je peux pas dire que j'ai eu une enfance difficile, c'est pas vrai. Mhm. Même si, bien Mhm. sûr, en tant qu'enfant d'immigré, il y a toujours des difficultés, hein, on connaît. Nos parents, ils sont arrivés, ils n'avaient pas forcément d'argent, donc ils essaient de nous donner une vie meilleure. Ma mère, elle est femme de ménage. Mon père, il a longtemps été éboueur et des petits boulots à droite à gauche. Donc, Ok. j'ai jamais manqué de rien à la maison. Et, et puis, lorsque j'ai eu 6 ans, on a déménagé, on est parti vivre en Haute-Savoie. Moi, mon petit Haute-Savoie. frère, en Haute-Savoie, ouais. Près on était à même C'est pas vers où ça? C'est vers Annemasse, où je sais ça? pas si tu connais. Annemasse, Annemasse. Ah, c'est à la c'est frontière de la Suisse, non? exactement, on est à 15, Annemasse. 20 on était à 15-20 minutes à pied de Genève, concrètement, tu Ok. vois, et c'est la ville qui était collée à Genève. Donc, j'ai adoré parce qu'on était à la montagne, tu avais le vert, tu avais l'air pur. Et puis, quand on est revenu sur Paris, donc vers mes 8-9 ans, ça a été vraiment le choc parce qu'on est arrivé à Grigny, donc c'était des cités de Ouais. béton. Tu vois, tu Ouais. passes des vaches et de l'air pur de la montagne, les beaux décors jusqu'à la cité, le gris et tout, le froid de Paris. Donc, bon, quoi qu'il faisait froid à la montagne, mais en fait, c'était vraiment un choc pour moi et j'ai vraiment pas aimé, tu vois. Et Ah puis, ouais. et puis à l'école, j'étais un garçon, j'étais moyen. Mais vraiment un gars moyen, tu vois. C'était pas le dernier de la classe, mais j'étais pas dans les premiers non plus. Et je me démerdais toujours, en fait, pour arriver à la moyenne, en fait, tu vois. Parce que moi, j'ai dit, ça c'est quelque chose, je suis partisan du moindre effort. Et j'ai longtemps été comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Si je peux arriver à des résultats en faisant le moins, pourquoi se prendre la tête? Ouais. Tu vois? Pourquoi Ah, t'es un me... bon flemmard en fait. Un très bon Voilà, flemmard. je suis très ambitieux, j'ai mes objectifs. Quand je me mets quelque chose en Ouais. tête, il faut que j'y arrive. Mais je vais trouver la manière la plus simple de le faire, qui va me demander le moindre La effort, plus optimisée, efficace la quoi. plus optimisée possible, tu vois. Et j'ai longtemps pensé en fait que j'étais flemmard et que c'était un défaut. Mais je me Un suis rendu défaut, ouais. compte en fait avec le temps que j'arrivais à trouver des stratégies, des techniques, toujours en fait pour gagner du temps et Ouais. voilà, faire le moindre effort possible, tu vois. Donc ça c'est quelque chose qui me vient de il y a longtemps. Ok, Et intéressant. voilà, ça reste à peu près tout. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Et, J'ai- et comment tu as vécu ce choc comment tu l'as vécu ce choc de passer des vaches au béton? Bah, Comment tu l'as... Hmm. ça a été très difficile dans le sens où tu as tes amis, tu vois, quand tu es, gamin, tu as tes amis, tu as ton environnement, tu changes d'environnement. Mais en fait, ça m'a appris très tôt qu'il faut s'adapter, tu vois. Donc, j'ai bougé du Mali pour arriver en France. Apparemment, quand j'étais au Mali, je parlais que Soninké et Bambara. En arrivant en France, j'ai totalement oublié la langue Soninké et Bambara. Je me suis adapté au français. Et ensuite, Ok. de passer de la région parisienne jusqu'à la montagne, en fait, ça m'a fait un choc aussi. Donc, il faut s'adapter. Et en fait, ça a développé ce que pour moi c'est une qualité, c'est que je suis un caméléon. Tu me laisses n'importe où, je m'en sors, tu vois. Et Tu c'est t'adaptes. je m'adapte. Et c'est représentatif de mon histoire, tu vois. J'ai vécu dans quoi, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 pays différents, tu vois. Et à chaque fois, en fait, tu Ah dois ouais. te réadapter, tu dois apprendre la langue, tu dois apprendre les codes de la société, tu vois. Et c'est quelque chose, en fait, depuis tout jeune, je suis habitué à ça. Donc, je trouve que c'est quelque Ok. chose de positif. Ok. Et c'est quoi est-ce que tu as eu un challenge? Parce que je me dis, dans ton histoire, voilà, tu vis entre guillemets au village, tu Mhm. vas dans une cité. Comment ça se passe la relation avec des nouvelles personnes qui sont peut-être plus brutales que les autres ou pas, je sais pas. Mais Mhm. comment se passe cette relation avec un nouvel environnement en fait, Bah, avec les jeunes bah, de ton âge à l'époque? En fait, pas du tout. Je suis arrivé dans une cité et j'ai été super bien accueilli, j'ai été vite intégré. Donc, Ok. le choc, c'était plus par rapport à l'environnement plutôt que par rapport aux personnes. Mais j'étais content en fait, parce que quand je vivais en Haute-Savoie, tu es entouré de blancs français, mais quand tu arrives dans une cité, tout le monde est comme toi. Tout le monde, il est noir, tout le monde, il est arabe, tout le monde, il est étranger. Donc, en fait, Ouais. tu te retrouves dans ton élément, tu vois. Et moi, j'ai Aussi, ouais. Ok. adoré, j'ai kiffé, tu vois. T'as des gens Hmm. super, tu as des gens formidables. Donc, non, franchement, ça a été. Enfin, moi, pour rien au monde, en fait, je changerais le fait d'avoir grandi à Grigny.
Ça m'a appris tellement de choses, tu vois. Tout n'est pas tout rose, mais en fait, tu côtoies énormément de personnes, tu es dans le même Mhm. environnement que des personnes qui te ressemblent, donc en fait, tu te sens intégré, tu te sens à l'aise, en fait. Ouais, tu te sens à l'aise. Ok. Ok. Et le parcours scolaire à Grigny, comment ça se passe de ce Bah moi, côté-là? moi c'est simple. Euh, Votre enfant a des capacités, mais il ne travaille pas au niveau de ses capacités. Voilà, ça a été ça toute ma scolarité. Ah, c'est ça que tu Pourquoi? recevais sur les cahiers de correspondance, Tout les le temps bulletins, quoi. tout le temps sur mon carnet de correspondance. Et j'étais le genre de personne qui procrastinait tout le temps quand j'avais un devoir à faire. Je le faisais le dimanche soir pour le lundi matin. Tout le temps. Parce À que la dernière minute, quoi. je voulais jouer, je voulais regarder la télé, regarder des films, jouer à la console. Tu vois, c'était vraiment dans une optique Mhm. de me, enfin, de profiter, quoi, de m'amuser. Et puis, l'école, j'aimais beaucoup l'école, surtout les cours d'histoire, les cours de Ok. français, les cours de géographie. J'aimais beaucoup aussi la musique, mais ce que j'aimais pas du tout, c'était Ok. les maths. Les maths. Tu Allez, détestais les maths? je détestais les maths. D'ailleurs, j'ai eu des problèmes avec mes tables de multiplication jusqu'à l'âge de 27, 28 ans, tu vois. Je me suis dit, non, les maths, c'est vraiment pas pour moi, tu vois. Et T'es pas le seul, hein, t'inquiète, hein. non, mais tu vois, c'est les professeurs de maths qui viennent. Moi, j'ai un vrai problème avec l'éducation nationale. Pas avec Ok. l'éducation. Je pense que l'éducation est très importante et j'adore apprendre. Mais l'éducation nationale, telle qu'elle est, l'éducation telle qu'elle est en France, en fait, le système éducatif français, j'ai un vrai problème avec ça. Je pense qu'il n'est pas du tout adapté et qu'il est obsolète. Il faut le changer. Ok. Donc, Du voilà. coup, ton passage ouais, scolaire, du coup, comment tu arrives à ton adolescence, à tes 18 ans? Comment ça se passe, ce mouvement? Ah bah, donc je suis dans un collège. Le collège, ça se passe plutôt bien. Je passe toutes mes classes. Euh, Pas avec les meilleures notes, mais pas avec les moins bonnes. Moyennes, comme je t'ai dit. Et puis j'arrive en Toujours en dessous de troisième. ses capacités. Toujours. Non, ouais, il travaille en dessous de ses capacités parce que les professeurs ils disaient à mes parents, à mon père, euh, ben voilà, Bagundo, c'est un élève intelligent, mais il n'est pas concentré en classe. Il rêve, il parle, il dessine. Parce qu'en fait, j'étais tout le temps en train de m'évader. Je suis le genre de personne, Ah, une ok. pensée en emmène une autre, qui en emmène une autre, qui en emmène une autre. Et en fait, je regarde par la fenêtre, mais je regarde même pas en fait ce qu'il y a par la fenêtre. Je suis dans mes pensées, mais je suis loin, tu Ah ouais, vois. t'es déjà en Et train de pourtant, voyager là. j'étais en train de voyager. Et en fait, cette pensée, elle partait de quelque chose que le professeur, il a dit. C'est-à-dire qu'à la base, j'écoutais. Mais il a dit un truc et j'ai commencé à Ouais. développer des théories Qui t'a autour de fait ce qu'il voyager. disait. Et ça t'emmène loin. Jusqu'à ce que le professeur, il dit, mais Bagundo, tu écoutes. Je parlais de quoi? Et j'étais là, mais je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'arrivais tout le temps à attraper le cahier d'un camarade, recopier les cours. À la maison, je lisais les cours, donc j'arrivais au contrôle et je me tapais des 12, 13, alors que le professeur, il disait, mais il a rien écouté en classe. Il le voyait, le gars, il est pas attentif, tu vois. Sauf qu'on était en Hmm. histoire. Mais l'histoire, j'étais incalable parce que j'ai un père, en fait. Mon père, c'est quelqu'un qui s'instruit beaucoup et qui lit Ok. beaucoup, tu vois. Il est arrivé de France, il est arrivé du Mali en France, il a fait des cours du soir, il a appris à lire, à écrire, et c'est quelqu'un qui est très cultivé, tu vois. Et il nous a transmis un petit peu à mes petits frères et sœurs le virus de la lecture. Donc depuis qu'on est très petit, Ok. on lisait beaucoup. Après, on a perdu ça pendant quelques années, ça reviendra beaucoup plus tard pour moi, mais on aimait beaucoup apprendre. Tu vois, les encyclopédies, les gens qui venaient toquer à ta porte, qui achetaient des encyclopédies et tout, tu vois. Hmm. On avait ce genre d'encyclopédie à la maison et j'aimais bien me plonger en fait dans cet univers. Et à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Google, Internet. Donc, quand tu voulais apprendre quelque chose, c'est soit dans les livres que tu avais à la maison, soit il fallait aller à la bibliothèque. Tu vois. Et puis, j'étais très passionné d'Égypte antique. Ça, c'est quelque chose depuis l'âge de D'Égypte 7 antique. d'Égypte antique. Ouais. Ah, Lorsque, antique, antique, ok. ouais, ouais. Lorsque j'avais genre 7 8 ans, moi, dans ma tête, j'allais devenir archéologue. Archéologue de l'ancienne Égypte. C'était mon délire, tu Ah vois. ouais? Ouais, Tu veux trouver des trucs, quoi. et j'étudiais les pyramides, j'étudiais les différentes civilisations égyptiennes, mais j'étais vraiment calé dessus, tu vois. Donc Ok. c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc arrive la troisième, et cette année troisième, je commence à me découvrir en fait une passion pour la cuisine et la pâtisserie. Tu vois, Ok. j'allais chercher dans des magazines à l'époque parce que pareil, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Donc les recettes, fallait aller chercher dans des magazines ou bien à la bibliothèque, etc. Donc je trouvais des recettes,
des recettes de gâteaux au chocolat, de gâteaux à la pomme, de millefeuilles, ce genre de trucs. Et je faisais ça à la maison. Et quand je faisais ce genre de choses et que je présentais ça à ma famille et qu'ils mangeaient, ils kiffaient, tu vois. Et le fait qu'ils aiment, en fait, ça me procurait en fait du plaisir. Ça me faisait plaisir de faire plaisir aux autres, tu vois. Et c'est quelque chose, j'y ai pas donné plus d'importance que ça. Je faisais des gâteaux un petit peu de temps en temps. Mais un jour, en fait, en rentrant de la... Enfin, c'est pas un jour, c'est quelque chose qui s'est fait sur le long. Moi, je vivais en fait à l'opposé du collège. Donc le midi, moi, je mangeais pas à la cantine, je rentrais à la maison pour manger. Mes parents, ils travaillaient, donc c'est moi et mon petit frère, on devait faire à manger pour moi, mon petit frère et ma petite sœur. Donc on se faisait du steak puré, tu vois. Et on se mettait devant la Steak télé puré. pour steak puré, steak surgelé avec la purée en flocons où tu mets du lait et tu fais Ouais. chauffer. Voilà, on mangeait ça. Allez. Et je me mettais devant la Ok. télé et je voyais, il y avait l'émission Et Bon Appétit, bien sûr, de Joël Robuchon. Et il invitait des chefs étoilés, des meilleurs ouvriers de France pour venir présenter des plats, pour venir apprendre. Et je me disais, mais attends, nous on est là, on mange steak puré alors qu'eux ils mangent des mets, ils sont magnifiques, tu vois. Et C'est j'avais, tu vois, magnifique, ouais, c'est t'as beau. l'eau à la bouche, tu veux manger, tu vois. Et je me disais, non mais c'est ça en fait que j'ai envie de faire. J'ai envie d'apprendre à cuisiner pour faire plaisir aux gens et surtout pour goûter, tu vois. Parce que nous on goûte pas ça, on mange pas. Donc, donc je me suis dit, voilà, quand j'aurai passé à la fin de ma troisième, je vais faire des études de cuisine. Et puis, manque de peau pour moi, j'avais pas assez bien travaillé cette année, donc j'ai dû redoubler. Et aussi, j'étais content parce qu'en fait, mon père, il voulait que je fasse des études générales, que je passe en lycée général. Moi, je voulais faire des études professionnelles. Et que le Professionnel. lycée professionnel où je voulais aller, ils avaient plus de place. Donc, en fait, ça tombait bien que je redouble cette année, tu vois. Donc, j'ai refait une année, Hmm. je me suis mis à travailler plus sérieusement, j'ai eu de bonnes notes. Et quand j'ai voulu aller en lycée professionnel, mes professeurs m'ont dit, mais pourquoi tu veux aller en lycée professionnel? Tu as les notes pour aller en général, tu t'en sortirais bien en général, tu peux faire un bac L ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit, ouais, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Il faut me mettre en train de gâcher ton avenir. Et je m'en souviendrai toujours ça. Je me suis dit, Ah comment ouais. est-ce que lorsque tu sais ce que tu veux faire, il y a des adultes qui te disent que tu vas gâcher ton avenir parce que Tu tu vas fais pas ce gâcher ton que eux, avenir. parce que tu fais pas ce que eux veulent que toi tu fasses. Et c'est Et ça, quelque ça chose t'a qui fait m'a, mal. ça m'a pas fait mal, j'ai juste trouvé ça. Tu vois, on parle quand même à un jeune de 13 14 ans, tu vois. Je fais, comment est-ce Hmm. que des adultes, en fait, ils peuvent euh, essayer de te mettre dans la tête que ce que toi tu veux faire, ce que tu es passionné de faire, c'est pas la bonne chose à faire. Mais moi, étant têtu comme je suis, j'ai pas écouté. Je me suis quand même inscrit en lycée professionnel. Mon père, il était pas content du tout, mais c'est pas grave, c'est ce que je voulais faire. Je suis quelqu'un de très têtu. Quand je me mets quelque chose en tête, c'est ça que je vais Ah faire. ouais. Même si, Mais du coup, tu prends ça de qui? De ta mère ou de ton père, le fait d'être têtu comme ça? je sais pas, je pense que c'est quelque chose que j'ai développé. Ma mère Ouais. aussi, peut-être de ma mère, parce que ma mère, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle sait se faire Ok. respecter. Elle est très gentille, elle est Ok. très douce, mais tu lui marches pas sur les pieds. Et je pense que ouais, Ah. j'ai dû Ok. hériter ça de ma mère, tu vois. Donc moi, je suis le genre de personne, si le monde entier va à droite et que moi, j'ai le sentiment que je dois aller à gauche, j'irai à gauche. Peu importe. Tu Tu iras à vois. gauche sans Je, problème, quoi. je fais en fait ce que mon gut feeling, mon intuition me dit, tu vois. Mais comment tu arrives à faire ça? Parce que, excuse-moi, parce que ça, on le ressent. Il y a des fois, il y a des décisions qu'on prend dans notre vie ou des situations. Notre instinct, il nous dit une chose, mais on va à l'autre côté, tu vois. Mais comment toi, tu arrives à, non, je l'écoute et arrive à faire abstraction de ce qu'il y a autour quand tu prendras la décision par rapport à ton instinct? Comment tu C'est arrives, simple. à gérer ça? Bah, c'est simple. L'instinct, c'est la première émotion que tu as. C'est le premier Ok. sentiment que tu as. C'est le premier qui vient. Et après ton instinct, tu vas commencer à penser de manière, entre guillemets, rationnelle. Tu vois. Rationnel, Tu vas, mental. tu vas te dire, non, attends, si on y réfléchit, est-ce que c'est à partir du moment où tu fais ça, c'est-à-dire que tu viens Ouais. apporter d'autres éléments qui sont en dehors de ton subconscient. L'instinct, c'est le subconscient. Ok. Ton subconscient, en fait, il capte des Ouais. informations que ton esprit conscient n'est pas au courant. Et c'est ton subconscient, il est lié avec tes émotions. C'est-à-dire que lorsque tu vas ressentir des émotions, tu sais pas tout le temps de Hmm. manière rationnelle d'où ça vient, mais ton subconscient, lui, il sait. Tu vois. Il sait. Et Ok, intéressant. ça veut pas dire que tu as raison ou que tu as tort. C'est juste qu'en fait, pour toi, tu as raison. Donc, même si tu te trompes sur une décision que tu as prise de manière instinctive, tu, te, Mhm. tu ne t'en voudras jamais.
Tu ne t'en voudras Oui. jamais. Pourquoi? Parce que tu étais obligé de passer, en fait. Tu vois, j'ai fait plein d'erreurs de ma vie. J'ai pris plein de décisions qui étaient instinctives, mais qui n'étaient pas les bonnes. Mais je me suis jamais euh, auto-flagellé. Je me suis jamais remis, enfin, tu te remets en question, mais je m'en suis jamais voulu d'avoir pris ces décisions. Je me suis dit, bah, écoute, j'ai pris ces décisions, c'était pas la bonne, c'est pas grave. Par contre, les décisions, le peu de fois où j'ai pris des décisions dans ma vie en écoutant les autres, en refoulant mon instinct, quand ça ne marchait pas, ben, je m'en voulais et j'en voulais aux autres. En fait, je me dis, voilà, il m'a emmené dans une galère. J'aurais dû Ok, m'écouter. je Tu comprends. vois? Donc, c'est pas parce que tu suis ton instinct forcément que tu as Que tu as raison, raison. mais ton instinct, en fait, la décision que tu as prise de manière instinctive, tu seras toujours OK avec cette décision. Et c'est ça qui est le plus important. Hmm. Parce qu'au final, c'est le fait de se sentir bien dans ta peau, de se sentir bien dans ta vie et de savoir qu'en fait, tu es au contrôle de ce que tu veux faire. Même si ce n'est pas les bonnes décisions, tu arriveras plus facilement à t'en remettre que si tu as pris une décision par rapport à d'autres personnes. Parce que tu as l'impression de ne pas être au contrôle de ta Ah. vie. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui limite font un burn-out, mais entre guillemets un mauvais burn-out dans le sens où ils sont énervés parce que ils ont mis en application la décision d'autres personnes, alors que c'était Tout à pas fait. eux. Tout Et à fait. peut-être tu peux t'en mordre les doigts 2 fois plus parce que c'est toi et les autres, tu vois. Je sais pas Exactement. comment expliquer ça, Non, mais mais si, si. Et la plupart du temps, en fait, tu vois, comme je t'ai dit, tu peux te tromper quand tu prends des décisions par instinct, mais rarement. Pourquoi? Parce que ce que tu fais par instinct, tu l'as fait de conviction, et même si c'est peut-être pas la bonne solution pour les autres, parce que toi, tu as choisi cette solution, tu vas donner 2 fois, 3 fois, 4 fois plus d'efforts, et quelqu'un oui, oui, qui oui, croit vraiment en ouais. sa décision, mais Mm. il va y arriver, tu vois. Donc en fait, ce sera la bonne décision pour toi. C'est pour ça qu'il est important de faire les choses en fonction de ce qui est vrai pour nous, tu vois. Ok, Et, intéressant. et donc, du coup, la deuxième année, j'arrive en lycée professionnel, très bien. Euh, Pâtisserie, donc, parce qu'entre-temps, je me suis dit, la cuisine, c'est bien, mais je préfère la pâtisserie. La pâtisserie, c'est plus minutieux. Tu pèses les ingrédients, tu as Ouais. des procédures à respecter. Et j'aimais bien, en fait, cet univers. J'aimais bien le fait d'avoir de la consistance et d'avoir certaines règles établies de manière Ok, à créer quelque chose, en fait, tu vois. Donc, ok. je fais 2 ans de BEP, je fais 2 ans de bac, je fais une mention complémentaire en chocolaterie. Et puis, cette année de mention complémentaire en chocolaterie, je découvre en fait que mon lycée, il est jumelé avec un lycée au Japon. Je le savais déjà avant, parce que chaque année, il y avait des Mhm. élèves japonais qui venaient pour 2 semaines dans Qui notre lycée. venait. Ok. Voilà. Et j'ai appris durant cette 5e année dans ce lycée qu'en fait, chaque année, il y avait un élève qui partait au Japon pour assister des professeurs de l'école en démonstration dans cette école japonaise. Et Hmm. quand j'ai appris ça, je me suis dit, cette année, il faut que ce soit moi. C'est ma dernière année dans ce lycée, il y en aura pas d'autres. Le Japon, c'est sûr, c'est pour moi. Donc du coup, C'est pour toi. tous les jours, j'allais harceler la principale du lycée. Je lui ai dit, voilà, j'ai appris que vous envoyez un élève chaque année au Japon. Cette année, c'est moi. Je vais y aller, je vais absolument y aller. Elle m'a dit, ok, pas de souci, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, elle a dû parler à mes professeurs un petit peu à droite, à gauche, demander si c'est un élève sérieux, etc., s'il mérite d'aller. Mais je lui ai pas laissé le choix, en fait. J'allais la harceler, mais genre tous les 2, 3 jours. Alors, vous avez des nouvelles, alors vous avez des nouvelles, alors ça va se faire. Jusqu'au bout d'un moment, elle m'a dit, c'est bon, c'est toi. Tu vas y aller, tu vois. Donc, Félicitations. C'est vrai, tu, c'est bien et, ça. ouais, et je l'ai eu à l'usure, tu vois. Et donc, j'arrive, je suis là. Je crois que j'avais 17 ou 18 ans. Euh, le, plus, le voyage le plus loin que j'avais fait, c'était, je crois, la Tunisie. J'avais été à Londres, j'avais été en Tunisie et j'avais été au Mali Mhm. un petit peu plus, quand j'étais un petit peu plus jeune, mais c'est tout, tu vois. J'avais jamais fait de grands voyages loin. Et là, tu te dis comment tu fais un voyage, c'est à l'autre bout du monde. Et C'est loin. ça, c'était en 2009, tu vois. C'est pas comme aujourd'hui, 2022, les gens ils disent, ouais, je vais à Tokyo, passer une semaine, c'est super commun. À l'époque, en 2009, Ouais, déjà, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait Facebook, mais c'était pas très commun. Tout le monde n'était pas sur ouais. Facebook. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas YouTube. Enfin, il y avait, mais c'était très limité, tu vois. Donc, en fait, tu avais peu d'informations sur ce qui se passait au Japon. Il y avait peut-être des sites internet, des blogs, et puis c'est tout, tu vois. Donc, je me retrouve en fait dans l'avion à partir au Japon. Alors, moi, c'est pour moi la découverte. J'ai toujours, j'ai toujours en fait adoré les voyages depuis très jeune. Ça, c'est quelque chose qui me vient de mon père. Ouais, Mon père, ouais. il était abonné au National Geographic. Mon père, c'est le genre de personne, il va faire Paris-Bamako en voiture. Tu vois, il va Ah traverser le ouais. désert du Sahara et tout. Les vrais Donc, voyageurs. les vrais voyageurs, mais les voyageurs, pas genre Un voyager des explorateur, quoi. C'est même pas un explorateurs. voyageur, c'est un explorateur. Exactement, voilà, explorateur, un conquérant. Voilà, moi, j'étais un conquérant.
Quand j'étais plus jeune, Ouais. je prenais mon vélo pour descendre faire du vélo. Pas comme du vélo, comme les autres enfants, ils font du vélo autour de l'immeuble Autour. ou quoi. Moi, je prenais des lignes droites, j'allais loin, 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 loin. Je m'arrêtais pas, tu vois. Je m'arrêtais Ah seulement quand ouais. je savais qu'il était l'heure de rentrer à la maison. Il commençait à faire nuit et je rebroussais chemin. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais besoin de savoir il se passe quoi là-bas. Tu vois, j'avais besoin de comprendre. Je peux Ah. pas, je suis le genre de personne, je peux pas vivre en fait dans cet environnement. Je connais mon environnement, mais je sais pas ce qui se passe genre à 100 kilomètres par là, à des endroits où je suis T'as jamais envie de allé. savoir, quoi. Voilà. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, genre GTA. Le plus tu vas loin, le plus tu découvres des cartes. Ben moi, il fallait que je découvre un Ouais, maximum ouais. de cartes en fait, tu vois. De cartes. Ouais. Ok. Donc voilà, j'arrive au Japon, super belle expérience. Tu te rends compte en fait que la manière dont toi tu vis, c'est pas la manière dont tout le monde vit. Il y a toute une autre culture, toute une autre façon de voir la vie, plein d'autres concepts différents que. Enfin, c'est super enrichissant. Et ce que je dis en fait, moi, c'est que les voyages, ça t'ouvre l'esprit et ça t'expose. Je pense que tout le monde On devrait le dit faire souvent, hein. l'effort. On dit souvent Mm, que ça t'ouvre d'esprit, mm, mais on ne met pas forcément en application. On s'autorise pas à voyager pour cette ouverture d'esprit. Enfin, mm. faire le maximum en tout cas. Bah, en fait, tu n'es pas obligé de voyager pour avoir l'esprit ouvert, mais voyager t'ouvrira forcément l'esprit. Tu vois. Oui. Après, Mm, mm. à condition d'être assez humble et de vouloir apprendre des autres et de ne pas se dire, À oh pas ouais, venir en mode arrogant, c'est nous le meilleur. exactement. Et ça, il y en a Ok, beaucoup. Il y en a des gens comme ça. Mais la majorité des personnes ok, qui voyagent, c'est quand même des personnes qui ont à cœur de vouloir découvrir d'autres cultures, d'autres modes de pensée. Je trouve que c'est très intéressant. ok. Et du coup, t'as pas eu peur? Parce que, enfin, quand j'ai eu peur, je sais pas si t'étais conscient de l'image qu'on a du Japon, des trucs très rigolos, ils travaillent 24 heures sur 28, tu vois. Mm. C'est des idées reçues, voilà, ces idées reçues que tu avais, est-ce que ça s'est enlevé, ça s'est conforté ou tu as une autre vision? Enfin, Bah, peut-être as mieux compris, je sais pas. En fait, moi, j'étais très, très excité à l'idée d'aller au Japon parce que depuis genre 2004, attends, je vais dire un truc, mais c'est vraiment un truc de dingue. J'étais une des premières personnes en fait à regarder Naruto quand c'était en France, quand ça arrivait en France, tu vois. Ah ouais? Le- ouais, euh, En japonais? c'est- C'était traduit ou C'était pas? japonais sous-titré anglais et il y avait une Ok, team sur internet qui les sous-titrait français. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je regardais les Naruto, c'était les épisodes ouais, 1. L'épisode 1, il venait de sortir. Il fallait attendre une ok, semaine pour que l'épisode 2 il sorte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ok. que les livres, il devait y en avoir quelque chose comme une vingtaine, un truc comme ça. Et les épisodes télévision, c'était le premier épisode, tu vois. C'est pas comme aujourd'hui, tu dis, je vais regarder Naruto, tu peux binge-watch tous les Naruto en un mois, 2 mois. Non, 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 moi, je devais Ouais. attendre une semaine. Ah On se ouais. rencontrait avec des amis le samedi soir, on jouait à la console et on regardait le nouvel épisode de Naruto, tu vois. Donc j'ai Ah toujours en fait ouais. eu de l'attrait en fait pour la culture asiatique, la culture japonaise. Donc en arrivant au Japon, j'étais comme un enfant, tu vois. Je me disais pas non tiens j'ai peur ou quoi que ce soit. Non, je voulais absorber en fait un maximum de choses. Je voulais manger un maximum de choses. Je voulais parler à un maximum de personnes, tu vois. Ok, ok. Et du coup, bah, comment ça se passe là-bas? T'arrives avec Bah, les j'arrive en profs? fait, c'était super en fait parce que j'étais logé et nourri par l'école dans laquelle j'étais. L'école japonaise en fait, ils m'avaient pris une chambre dans un guest house, euh, dans une auberge de Chambre jeunesse. d'invité? Une auberge de Ah, jeunesse qui héberge de était genre jeunesse. pas très loin Ok. de l'école. Donc j'étais nourri, j'ai été logé. Tous les jours, en fait, j'allais en cours dans l'école. Mes professeurs, ils sont restés Mhm. une semaine. Donc pendant une semaine, on a fait de la démonstration ensemble. Quand ils sont partis, moi, en fait, après, je restais dans l'école et je suivais des cours dans cette école. Donc il y avait des cours de pâtisserie, des cours de cuisine, des cours de cuisine chinoise, des cours de cuisine japonaise. Et ensuite, quand eux, ils sont arrivés en vacances, moi, je suis parti en stage, en fait, dans 3 entreprises japonaises. Donc, je suis parti dans un restaurant en stage, je suis parti dans une pâtisserie en stage, je suis parti dans une chocolaterie en stage. Et en fait, la totalité de mon voyage a duré 3 mois. Et au bout de ces 3 mois-là, Trois je me mois. suis dit, ouais, pendant 3 mois. Et au bout de ces 3 mois-là, je me suis dit, je vais absolument vivre au Japon. Il faut que je revienne pour vivre ici. En plus, j'avais acheté Ah ouais. des petits livres pour apprendre à parler japonais, donc j'arrivais à communiquer un petit peu. Il y avait les élèves de l'école avec qui j'étais super pote, ils m'emmenaient visiter des choses, ouais, regarder un petit peu ce qui se passait à droite, à gauche. Et j'avais rencontré un Français dans Mhm. l'auberge de jeunesse, on avait voyagé un petit peu, on était à Hokkaido. Donc Sapporo, c'est la ville principale de Hokkaido, qui est l'île la plus au nord du Japon. C'est une île qui est très... c'est un peu la campagne, si tu veux.
Ok. Donc, euh, donc c'était une superbe expérience. Et en rentrant en France, j'ai acheté des livres pour apprendre le japonais. Et je me suis dit, après mes 2 années de BTM, donc le BTM, c'est un diplôme en fait pour devenir chef pâtissier. Lorsque je, BTM. BTM, brevet technique de Ok. maîtrise. Donc c'est un diplôme, Ok. c'est l'équivalent du BTS. Donc après ce diplôme, je me suis dit, je vais retourner au Japon pour vivre et travailler au Japon. C'était dans ma tête, c'était comme ça. Et du coup, comment tu arrives à convaincre ta famille de l'idée de bouger aussi Bah loin? ça, bah, comme je t'ai dit, moi je suis quelqu'un, quand j'ai quelque chose en fait, je me dis pas, est-ce que je vais y arriver à le faire ou est-ce que je peux pas. Je suis quelqu'un, j'ai toujours eu en fait cette confiance en moi. Je me suis jamais dit, je peux pas faire quelque chose en fait. Quand j'ai envie de faire quelque chose, c'est dans ma tête et je savais pas en fait que c'était ça, mais c'est la loi de l'attraction en fait. Tu vois, tu t'es Mm. tellement concentré sur quelque chose qu'au final, tout ce que tu regardes autour de toi te ramène à cette chose que tu veux. Quand j'étais un petit peu plus jeune, Mm. j'utilisais cette loi sans savoir que c'était la loi de l'attraction. Savoir que je voulais aller au Japon, bah, ça me poussait à acheter des livres de japonais, à parler aux japonais, à rencontrer des japonais sur Paris, à devenir ami avec eux, améliorer mon japonais et à tout en fait tourner autour de ça, tu vois. Quand j'avais 18-19 ans, j'ai voulu passer mon permis moto. Ma mère ne voulait pas, mais dans ma tête, j'allais passer mon permis moto et j'allais l'avoir. Il n'y a pas de question que je vais rater. Mon permis voiture, pareil, je l'ai eu à l'âge de à peine mes 18 ans, j'ai eu mon permis voiture. J'étais le seul parmi mes amis à avoir le permis, tu vois, à cette époque. Mm, Mais mm, mm. en fait, pour moi, il n'y a pas de blocage où je ne peux pas faire quelque chose. C'est genre, je veux faire quelque chose, comment est-ce que je fais? Et on y va, tu vois. J'adopte pas l'idée que c'est difficile. Il y a pas de difficile, il y a que du travail. Ça, c'est mon prof de Ok. danse qui me disait ça. Il y a rien de difficile, c'est que du travail. C'est- Ok. Et puis, Parce que tu vois, bah, les parents que tu as eus, enfin, les parents issus de l'immigration, tu mhm, vois, l'autorité qu'ils ont, enfin, l'autorité qui font semblant de transmettre, hein, parce qu'en réalité, ils mhm, maîtrisent rien, mais ils font tout pour te montrer qu'ils maîtrisent tout. ouais, ouais, Mais je me dis, mais enfin, je me dis, mes parents, s'ils ont un enfant comme toi, mais c'est chaud, quoi, parce que mhm. enfin, c'est à double tranchant, tu vois. Je dis, le mec, il a trop confiance en lui, ça peut venir quelqu'un. Mais à la fois, j'ai aucun moyen d'autorité pour tu vois, au moins le cadrer, de faire ce que, tu vois. Mhm. Je sais pas comment ils ont pu gérer ça, mais Bah, peut-être t'es tombé sur les bons parents, hein, je sais pas. je suis quelqu'un qui est très. Je sais comment parler aux gens. Et je sais comment parler à mes parents. Je sais comment les mettre en confiance. Et puis, donc, quand j'ai eu mon diplôme en BTM et que j'étais prêt à partir au Japon, de toute façon, j'avais préparé mes parents, hein. J'avais préparé ma mère. Je lui disais, quand j'ai mon diplôme, je vais aller travailler au Japon. Donc, ça faisait déjà 2 ans qu'elle entendait ça, tu vois. Donc, Ah, ok. elle voulait quand même pas. Elle a essayé de me dissuader, mais quand elle a vu que je voulais vraiment partir, quelque chose qu'elle a fait pour moi que je n'oublierai jamais, elle a vendu une de ses plus belles et plus précieuses chaînes d'or Ah ouais, quand même. pour me donner de l'argent pour partir, tu vois. Ah Tu vois. Donc, ouais. tu sais, les mamans maliennes, là, quand elles vont au mariage et tout, elles ont Ouais, tout ouais, de l'or, mais c'est du vrai or, hein, mais c'est de l'or lourd, tu ouais, vois. Voilà, ouais, ouais, elle ouais. avait vendu son collier préféré pour me donner de l'argent et pour que je puisse partir, tu vois. Donc, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et puis, je lui avais dit que j'avais C'est du fort, hein. travail là-bas. Je lui avais dit que j'avais du travail et que ne t'inquiète pas, j'ai déjà un emploi et tout, j'aurai mon visa, tout va bien se passer. Alors que rien du tout, tu vois. Il y avait rien de tout ça, Je quoi. partais à Tokyo, je connaissais personne à À Tokyo, l'aventure. je suis parti à l'aventure, tu vois. Mais il faut les rassurer, mais au Ouais, fond de moi, je savais que j'allais trouver quelque chose, il n'y avait pas de choix. Et je me dis, ouais, au ouais. pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Je rentre, tu Tu vois. rentres, ouais. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive là-bas? Que les Yakuza ils Mm, m'attachent et qu'ils me fassent de moi devenir un Yakuza et que je sois dans la mafia. Tu vois, faut être un peu terre à terre, tu vois. Je pars pas dans ouais, un endroit difficile vraiment où il y a la guerre, tu vois. Donc ça reste le Japon, c'est ouais. assez safe. C'est plus safe que la France d'ailleurs. Mm, 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 mm. Mm. Ok. Et du coup, tu enchaînes les voyages après? Tu fais Japon. Et comment Ouais. t'arrives voyage et un peu d'entrepreneuriat? C'est quoi le cheminement qui arrive D'accord. après? Bah, en fait, si tu veux, au Japon, donc je suis pâtissier. Je travaille pour un pâtissier français au Black, bien sûr, parce que j'attendais mon visa. Mm, Et il me payait, mais vraiment une mm, misère. Donc l'argent qu'il me payait, c'était tout juste pour pouvoir payer les transports pour aller là-bas. Et je mangeais sur place et j'avais à peine de l'argent pour manger lorsque je rentrais chez moi. En fait, c'était pas chez mm, moi. mm. J'étais hébergé par l'ami d'un ami.
tu vois. Donc, il Ok. m'avait fait preuve de charité, mais il vivait loin. C'est-à-dire que le matin, il fallait que je parte de la baraque à 5h30 pour arriver au travail à 7h ou un truc comme ça, tu vois. Donc, c'était assez difficile. Et je mangeais, durant les week-ends, je mangeais une fois par jour, tu vois, pour histoire d'économiser de l'argent. Quand j'étais au travail, je Mhm. mangeais là-bas, je mangeais bien parce que tu sais que quand tu rentres le Bien, soir, tu tu as vas pas profité forcément là-bas. manger. Exactement. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, j'avais pas trop envie d'abuser de la gentillesse de la personne qui m'hébergeait. Donc, je lui ai dit, c'est bon, je vais trouver un autre endroit. Et je suis parti. Mais en fait, Mhm. j'avais rien. Donc, en fait, je dormais dans la rue, tu vois. Je dormais dans la T'as rue dormi dans la rue. et j'ai dormi dans la rue. Et il y a même une anecdote, une fois Waouh. où je rentrais à la maison avant de partir de chez lui. Et, je me suis endormi. J'étais tellement fatigué. En fait, c'était après Noël. Donc, Noël, Nouvel An au Japon, c'est hardcore, tu vois. Et le soir de Noël, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour de Noël, on a Mhm. travaillé de 6 heures du matin jusqu'à 4 heures le lendemain. 4 heures du matin. Donc de 6 heures, on a travaillé pendant près de 22 heures. J'ai dormi pendant 2 heures et ensuite je me suis levé et 6 heures du matin, on a recommencé à travailler Ah jusqu'à un truc ouais. genre vers 16 heures, 17 heures, tu vois. Donc j'ai fait près de je sais plus, près de, ça fait 24, 20, près de 36 heures, 36 heures de travail, tu vois, on dit 35 heures par semaine. Moi, j'ai fait 36 heures de travail en 2 jours avec 2, 3 heures Ah de ouais. sommeil. Et j'étais tellement fatigué qu'en fait, j'ai dormi dans les transports et je suis arrivé en fait au terminus de ma ligne. Et j'avais pas d'argent en fait pour prendre un taxi pour rentrer chez moi. Donc, ce que j'ai Retourne. fait, Oh ouais. Ouais. donc, je suis sorti de la station, je suis parti dans un bar, j'ai pris un coca et j'étais assis là comme ça et j'étais en train de réfléchir, mais qu'est-ce que je veux faire? Demain, je dois aller au travail. Là, je suis totalement KO. Je peux pas rentrer chez moi à pied parce que c'est beaucoup trop loin. Pour te donner un petit peu un aperçu, c'est genre un truc genre, c'est comme si tu avais fait 30 minutes de RER à Paris. Tu pars de Marne-la-Vallée jusqu'à Ah Paris. ouais. Tu peux pas marcher de Ah Marne-la-Vallée ouais, jusqu'à Paris, c'est... tu vois. Tu Non, vas mettre au tu moins vas mettre une 7, 8 heures, semaine. tu vois. Ouais, exactement, tu Je vois. sais pas. Et il y Ouais. a un gars dans le bar, je lui ai raconté mon histoire, il m'a dit, écoute, est-ce que tu connais les Internet cafés? Et je connaissais pas. Et au Japon, en fait, Internet café. tu as ce concept de Internet café. C'est un espèce d'endroit où tu y vas. C'est une grande salle, un grand hangar, où tu as des espèces de Hmm. cloisons, où les gens, en fait, ils vont et ils payent de l'heure ou par 6 heures ou par 8 heures pour avoir un écran d'ordinateur avec eux. Et ils peuvent s'asseoir. Et en fait, c'est comme s'ils avaient une espèce de petite pièce à eux et en fait, il y a énormément de personnes qui sont dans la précarité du logement au Japon qui dorment dans Mhm. ces genres d'endroits. Et, t'as, je crois, et je crois que tu as Ah. du thé illimité ou bien des nouilles illimitées ou un truc comme ça, tu vois. Et je lui ai dit, écoute, pourquoi Ok. pas. Et je suis parti et j'ai dormi là-bas. Donc, t'as une douche, enfin, t'es bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as C'est pas de bien, logement, quoi. t'es Ah quand même ouais. bien. Ça coûte moins cher qu'un Ouais. hôtel. Et au moins, ça te permet de passer la nuit au chaud dans un endroit et La en nuit au sécurité, chaud, tu vois. ouais. Ouais. Donc, Ok. et donc, je suis retourné au travail et après, donc j'ai quitté le logement, je me suis retrouvé dans la rue et au bout d'un moment, j'ai été hébergé par un autre ami et je me suis dit, attends, là, ça va pas. J'attends toujours mon visa, il n'arrive pas, je suis payé une misère, là, mes économies, elles commencent à s'amenuire, donc qu'est-ce que je vais faire? Et au même moment, j'ai un ami qui se trouvait en France, mais qui a travaillé à Singapour et qui me dit, écoute, il y a une Ok. opportunité pour aller travailler à Singapour, est-ce que ça t'intéresse? Et je lui dis, ok, pas de souci. Donc, il m'a mis en relation avec le vice-président de cette société. Donc, c'est une multinationale qui s'appelle TWG. C'est un petit peu comme Mariage Oui. Frère à Paris. Donc, ils ont des salons de thé, ils ont des restaurants. Mariage frère? Mariage Frère, c'est une grande marque de thé. Ok. C'est une très vieille Ok. entreprise de thé, tu vois. Ok. Ils ont plus Hmm. d'une centaine ou 200 thés différents. Ils sont spécialisés dans le thé, tu vois. Et ils ont des restaurants où ça tourne autour du thé. Et donc, je suis parti travailler Hmm. pour TWG. Donc, ça se passe bien. Je travaille pour eux pendant un an. Ensuite, ils m'envoient en Indonésie. Donc, à ce moment-là où ils m'envoient en Indonésie, je suis chef pâtissier. Donc, j'ai 24 ans à l'époque, 23, 24 ans. Donc, je Mais tu deviens chef travaillais pâtissier. là-bas en tant que quoi au début? Oui, à TW à Singapour, je travaille là-bas en tant que sous-chef. Sous-chef de pâtisserie. Sous-chef de pâtissier. Ok, ok. Sous-chef de pâtisserie. Donc, je travaille avec eux pendant un an. Ils m'envoient à Jakarta pour faire l'ouverture d'une franchise là-bas. Je travaille là-bas Waouh. aussi Ok. pendant un an où je suis nommé chef pâtissier. Donc, chef Hmm. pâtissier, j'avais 24 ans. En général, tu ne deviens pas chef pâtissier à 24 ans, tu vois. Il te faut au Hmm. moins, tu arrives à 30 ans, 35 ans avant de devenir chef pâtissier. Moi, à 24 ans, j'étais chef pâtissier et je me dis, tu vois, c'est ce que j'ai apprécié avec l'Asie, c'est que peu importe
ta couleur de peau, peu importe ton âge, si tu as les capacités, on te donne ta chance, tu vois. Alors j'étais super content. J'avais une équipe d'à peu près 15 personnes en dessous de moi. Et c'est là où j'ai appris, enfin, je me suis formé un petit peu au management, un petit peu sur le tas. Comment tu gères des équipes, comment tu fais des Hmm. plannings, comment tu organises le travail, tu vois. Tout ça, j'ai appris ça là-bas. Et là, tu parlais la langue. Tu parlais la langue ou tu étais en anglais? J'ai appris l'indonésien. J'ai appris l'indonésien Ok. en Indonésie. Parce que tu n'as pas le choix, ils parlent très peu l'anglais. Mais si tu veux Hmm. diriger une équipe dans leur pays, faut et au moins la décence en fait d'apprendre la langue du pays, tu vois. Donc avant d'aller au Japon, j'ai appris le japonais, j'ai perfectionné mon japonais sur place. En arrivant en Indonésie, j'ai appris l'indonésien et bah, Singapour, ils parlent anglais, c'est la langue nationale. Tu voulais retourner à Singapour? Je voulais retourner à Singapour parce que je préférais vivre là-bas, que j'en avais fini avec l'Indonésie. Explique-moi, parce que t'es passé sur Singapour là, je t'ai pas oublié. Il faut que tu m'expliques. C'est Mhm. comment la ville, c'est comment les gens, les buildings, je sais pas, tu vois. Fais-moi rêver là. Singapour, on arrive. Ouais, Lorsque j'ai entendu Singapour, lorsque j'étais encore au Japon, je m'attendais à ouais. ce que Singapour, ce soit une ville, un pays genre du tiers-monde. Parce que c'était Du en Asie du tiers-monde, Sud. Ouais, carrément. ouais. Parce que j'avais jamais entendu parler de Singapour avant. On m'avait dit c'est en Ouais, Malaisie. Je me dis la Malaisie, l'Indonésie, c'est Bangkok, pareil. la Thaïlande. Ouais, Ouais, c'est le même délire. Tu vois, c'est les chemins de terre battus. Les gens, ils ont des chapeaux coiffés ouais. comme ça. Ils travaillent dans des rizières. Non, mais tu vois, j'étais vraiment. Mais L'idée reçue, quoi. ouais, non, mais des idées reçues. En fait, je connaissais pas cette partie du monde. En Asie, moi, je connaissais le Japon et c'est tout. Tout le reste de l'Asie, je ne connais pas, tu vois. Et c'est Et en tu arrivant connais au pas, ouais. Ja- et c'est en arrivant à Singapour que j'ai compris qu'en fait, l'Asie, c'était super diverse, tu vois. Il y a les Philippines, c'est différent. La culture malaisienne est différente. Le Cambodge, c'est différent. La Thaïlande, c'est différent. Ils parlent même pas la même langue. Ils ont même pas la même Ok. écriture, donc tu vois. Et tu arrives à Singapour, agréablement surpris. L'aéroport, je me dis, mais c'est quoi cet aéroport de fou? Il est meilleur que Charles de Gaulle, tu vois. Donc, Ah ouais? Ouais, on te dit la France, troisième, cinquième puissance mondiale. Tu arrives à Singapour, tu regardes l'aéroport, tu te dis, mais attends, ça n'a rien à voir, tu vois. Super clean, super organisé. À partir du moment où tu sors de l'avion jusqu'au moment où tu rentres dans le taxi, il te faut à peu près 10-15 minutes top chrono. Et ça, j'ai Dix vu quinze ça minutes, c'est tout. 10-15 minutes. Alors que quand tu arrives en France, le moment où tu sors, tu dois marcher Oh, loin, la tu dois queue. faire la queue, tu dois passer ton truc à la Ouais. douane, etc. Tu sors, c'est interminable. T'es Et épuisé. quand Rien que ça fait épuisé, un voyage, quoi. c'est rien que ça, mais c'est fatigant, tu vois. Et même le calcul qu'on avait fait avec des amis, c'est à partir du moment où tu sors de l'avion et où on arrive à la maison, il te faut à peu près Ouais. 30 minutes. Jamais vu nulle part dans le monde. C'est pas 30 possible. minutes, non mais je te jure, du moment où tu sors de la maison jusqu'à ce que tu sors de l'avion, hein. Je te parle pas de l'aéroport, de Ouais. l'avion. Donc tu passes par la douane, etc. Tu rentres dans le taxi pour arriver à la maison, 30 minutes top chrono. C'est incroyable. C'est fou, c'était ouf. Donc tu arrives comme ça, tu dis ça vient pour OP, super cool, il fait chaud toute l'année, au minimum 20-26 degrés, donc c'est les vacances, tu vois. Ok. C'est tu vois, on a de la mélanine, tu vois. Le chaud, c'est important pour nous, le soleil, Ouais. tu vois. C'est Donc, important pour nous, ouais. tu te retrouves dans un endroit où c'est super ensoleillé, il fait chaud toute l'année. Et puis, c'est une culture, c'est un pays où les gens sont super tolérants. Tu as des Ouais. Chinois singapouriens, des Malaisiens singapouriens, des Indiens singapouriens. Quand ils te parlent de race, tu vois, aujourd'hui tu parles de race en France, on va dire ah, raciste. Mais eux, leur concept de race, ils sont très, très à l'aise avec ça. What is your race? Ah, Oh, ils ont I'm une bonne Chinese. approche, quoi. Ouais, ils ont une bonne approche. Yeah, my race is Chinese, my race is Malaysian, my race is Indian. Tu vois, ils n'ont aucun problème avec ça, tu vois. Mais Ok. dans leur approche, ils sont singapouriens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ah, tu toujours en comprends ce que. avant au Singapour, quoi. Ouais, Singapour, avant d'être quoi que ce soit, tu vois. Et Ah, ok. t'as des chrétiens, t'as des bouddhistes, t'as des hindous, et tu peux trouver une mosquée à côté d'un temple hindou, et de l'autre côté de la rue, tu trouves une église baptiste. Donc, t'as Ok. énormément, t'as une grosse cohésion en fait sociale, une grosse cohésion religieuse, t'as pas de discrimination. Donc, moi, j'étais choqué en fait de voir une femme à la douane porter un voile. Alors qu'en fait, Ah ouais. on devrait pas être choqué, tu vois. J'étais choqué Ouais. de voir une policière porter un voile, de voir à la banque un Sikh porter son turban, tu vois, les Indiens, les Son turban, Punjab, oui, oui, pour oui. porter Ouais, leur turban. ouais. Et tu te dis, mais en fait, tu arrives dans un pays,
En fait, on nous a menti en France. Tu vois ce que je veux dire? Mais On s'est fait escroquer, là. on s'est fait escroquer, mais donc on peut avoir être attaché à sa culture, être communautaire parce qu'ils sont très communautaires en tant que culture, mais malgré tout vivre en symbiose et avoir. Enfin, j'étais abasourdi en fait. Et Mais ils travaillent ensemble. ils travaillent tous ensemble. Ils travaillent tous ensemble. Ça, Et c'est bien, ça. même si tu vois, ils sont communautaires, donc les Chinois, ils préfèrent traîner avec les Chinois, les musulmans avec les musulmans, les Indiens avec les Indiens, peu importe, ils vivent ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont Ouais. des quartiers. Dans les immeubles, en fait, il y a des quotas. Et ces quotas, ils sont représentatifs de la population de Singapour. Donc, tu as à peu près, je crois, un truc genre 70-75% de Chinois. Donc, dans un immeuble, il faudrait avoir 75% de familles chinoises. 15% de familles Hmm. malaises, 11% de familles indiennes, ainsi de suite. Tu vois, de manière justement à avoir cette représentation et que en fait les gens vivent ensemble. Ils ne veulent pas des bâtiments où il y a que des Chinois, des bâtiments où il y a que des Malais. Non, ils font exprès de Hmm. mélanger. Mais malgré tout, on jette pas l'opprobre à qui que ce soit pour vivre sa culture ou pour aller dans une école Ok. spécialement musulmane ou dans une école spécialement hindoue. Non, il n'y a pas de ça. Non, j'ai trouvé Singapour super. Et puis à Singapour, c'est la première fois en fait où je me suis dit j'ai envie de monter un business. Donc, tu viens à Singapour, c'est normal, tu traînes avec les gens qui sont de ta communauté, donc la communauté française, tu vois. Donc, je traîne avec les Français, mais les Français qui se trouvent à l'étranger, en général, ce sont des personnes qui s'expatrient, qui sont cadres. Donc, c'est des gens qui ont fait des Oui, écoles de c'est salarié dans commerce. une boîte et... Oui. Exactement. Donc, c'est des gens qui ont fait les Hmm. SEC, qui ont fait HEC, qui ont fait l'ENA. Ce sont Ok. ce genre de personnes en fait, que tu retrouves dans de grandes villes comme ça. Donc, ce sont des personnes Ok. avec qui tu vas en boîte, des personnes avec qui tu vas bruncher, des personnes avec qui tu joues au foot. Et tu te rends compte en fait que ces personnes, malgré le fait d'avoir des masters ou des licences, etc., ces gens-là, ils sont pas plus intelligents que toi, tu vois. Et que même dans certains Ok. cas, tu vois, sont plus bêtes que toi, tu vois ce que je veux dire. Je veux pas le dire plus bêtes. Ouais, ils sont moins Oui. intelligents que toi, disons-le comme ça, tu vois. Ouais. Mais ces gens-là, Hmm. ce sont des gens qui montent des sociétés. Ce sont des gens qui arrivent à faire des 1 million d'euros par an. Et tu te poses des questions, tu te dis, attends, moi, si lui, il peut le faire, moi, je peux le faire. Tu vois, c'est juste qu'en fait, il a fait les études pour. Et je me suis dit, tiens, peut-être que je vais reprendre l'école, je vais aller faire un MBA ou quelque chose comme ça, et moi aussi, je vais monter mon business. Parce que malgré tout, malgré le fait que j'ai fait des études de pâtisserie, j'ai toujours su en fait que j'allais entreprendre. J'ai toujours voulu gagner de Ok. l'argent, j'ai toujours voulu être à mon compte, j'ai toujours voulu être au contrôle, tu vois. Mais, euh, mais j'avais pas les connaissances, parce que le business, c'est comme tout, c'est quelque chose qui s'apprend. Et du coup, donc ça, c'était sur ma deuxième période à Singapour. Quand je suis revenu à Singapour, je travaillais pour une chocolaterie industrielle. J'étais directeur de... non, c'était... Pardon. Quand je suis revenu sur Singapour, j'étais Mhm. ambassadeur de la marque de chocolat et j'étais démonstrateur. Ok. C'est-à-dire que j'utilisais le chocolat de cette entreprise pour faire des créations de chocolaterie. Je travaillais avec la R&D et je faisais des démonstrations. Donc, je voyageais un petit peu dans toute l'Asie. Je suis parti en Thaïlande, je suis Ok. parti aux Philippines, je suis parti au Moyen-Orient, tout le temps pour faire des salons, pour faire de la présentation auprès des clients, pour faire du support client, ce genre de choses. Donc je travaillais à plein temps, mais je savais que je voulais monter ma société et j'avais lu un livre qui avait été très important pour moi, Mhm. c'était L'homme le plus riche de Babylone. Parce que je me suis dit comment ça se fait que je travaille, mais Hmm. en fait j'ai pas d'argent de côté, si je veux m'acheter un appart, j'ai pas. Et j'avais commencé à lire ce livre-là et ce livre-là préconisait justement d'économiser 10% de son salaire tous les mois et qu'après avoir économisé son salaire, il fallait apprendre à investir son argent. Donc j'avais à peu près 10 000 dollars singapouriens de côté. Ok. Et ça c'est quelque chose, c'est vrai. Lorsque tu économises de l'argent, tu mets de l'argent de côté, tu épargnes, c'est à partir de ce moment-là que les opportunités viennent à toi. Donc, Ok. c'est pas vrai dans le sens où quelque chose est magique, que les opportunités comme par magie viennent à toi. C'est juste que, en fait, tu es beaucoup plus attentif aux opportunités lorsqu'elles passent à côté de toi. Et ça n'a pas manqué. Hmm. Et il y avait un Français avec qui je travaillais dans cette société de chocolaterie qui m'a dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse de monter une société avec moi et mon coloc? Il voulait monter une chocolaterie, faire des bonbons de chocolat. J'ai une formation de chocolaterie, donc ils se sont dit, ok, pourquoi pas s'associer avec lui et à monter une chocolaterie. Et moi, j'étais super excité à l'idée de faire ça. J'ai dit, ok, pas de souci. Tu vois. Comme ça, Et, allez, c'est parti. en fait, c'était, si tu veux, pas ma première, mais ma deuxième expérience entrepreneuriale. La première, c'était que je donnais des cours de pâtisserie à la maison.
Donc, je donnais des cours de pâtisserie à des ménagères, etc. L'idée, en fait, c'était de faire de l'argent, tout simplement. Et lui, après, il arrive avec cette idée. Donc, première expérience entrepreneuriale, tu vois, tout est beau, tout est rose, on va faire de l'argent, c'est mon rêve qui se réalise, je vais avoir ma chocolaterie et tout. Et, euh, et j'ai fait ma première grosse erreur en tant qu'entrepreneur, c'est de ne pas évaluer les risques et de me jeter peut-être la première, en fait, dans la première opportunité qui venait. Et Ok, il m'avait proposé un deal à l'époque. Eux, en fait, ils avaient investi chacun 20 000 dollars singapouriens. Et, euh, oui, et moi, j'avais investi 10 000. Et ils m'avaient proposé, par rapport à notre pourcentage d'investissement, moi, j'étais censé recevoir 18 ou 20%. Et eux, ils devaient se ouais, partager les 80% restants, donc 40-40. Et moi, ok. dans mon excitation, en fait, j'ai accepté. Et j'ai signé les papiers. Jusqu'à ce que une amie de l'époque à qui je parlais, qui m'a dit, est-ce que ça te va ça? Donc on est parti voir un ami avocat à elle. Et je leur ai parlé du deal, je lui ai montré le contrat. Ils m'ont regardé, ils Mhm. m'ont fait, mais ce deal, t'es satisfait avec ce deal? Et je dis ouais. Mais alors qu'en fait, j'aurais dû réfléchir et j'aurais dû dire non, tu vois. Pourquoi? Parce que sans moi, en fait, il n'y a pas de chocolat, parce que les recettes, elles viennent de moi. Donc j'apporte une valeur qui est beaucoup plus importante Beaucoup que plus que l'argent. beaucoup plus que l'argent. Donc au moins, j'aurais dû Mhm. avoir 33% et eux 33%. Et malgré le fait que j'investissais moins d'argent, mais j'ai investi moins d'argent qu'eux, d'accord, mais j'apportais plus que eux parce que Plus de valeur. plus de valeur que eux, mais j'avais moins de parts qu'eux. Mais bon, quand tu as signé un contrat, tu as signé un contrat, donc tu t'y tiens. Et puis je me suis dit, au final, si je perds cet argent, c'est pas grave. Parce que j'ai pas vraiment d'attache avec l'argent, j'aime gagner de l'argent, mais je suis pas quelqu'un de matérialiste. Si je perds de l'argent, j'arrive vraiment à me détacher de ça, tu vois. Donc en investissant cet argent, je me suis dit, si je le perds, c'est pas grave, tu vois. Mais je me suis donné à Ok. fond. Donc on a embauché un chef chocolatier, parce que moi, ayant toujours mon travail, en fait, j'avais pas la possibilité de travailler dans mon entreprise. Je pouvais être shareholder, mais je ne pouvais pas être employé dans ma société. Donc, en fait, on a dû Ok. employer quelqu'un. J'ai développé les recettes. Je lui ai appris. C'est moi qui ai fait l'agencement de la cuisine. C'est moi qui ai fait le training de ce chef chocolatier. Et puis, c'était parti, quoi. La machine était lancée. Et on avait, pour aider, on avait une petite boutique qui se trouvait dans une super belle rue, super sympa de Singapour. Mais il n'y avait pas assez de trafic, en fait, dans cette rue. Et on pensait que notre business, il allait tenir en faisant du B2B. Notre idée, en fait, c'était de fournir du chocolat aux hôtels. Et les chocolats qu'on fait, Aux c'était pas hôtels. des chocolats genre café, chocolat, vanille, fraise. On faisait genre piment orange. On faisait fraise, vinaigre balsamique. Donc, c'était vraiment des Ah saveurs qui ouais, étaient avec très, du goût, hein. avec du goût, tu vois, des trucs très atypiques, tu vois. Et puis, on a maintenu en fait cette entreprise pendant à peu près 6 mois, 6 mois et demi, avant de devoir mettre la clé sur la porte parce qu'en fait, on n'avait pas assez de clients, on n'avait pas assez de revenus pour pouvoir être rentable. Mais Ah malgré tout, ouais. c'était une bonne expérience où j'ai beaucoup appris, surtout de la création d'entreprise. Je peux pas dire que j'étais stressé parce que c'est pas vrai, j'étais pas stressé, j'étais déjà prêt à perdre cet argent, mais j'ai appris qu'il faut faire attention avec les personnes avec qui tu t'engages. Parce Oui. que un de mes partenaires, au bout d'un moment, la relation a commencé à se détériorer parce qu'il avait l'impression qu'il travaillait plus sur le business que nous, que moi et Hmm. mon collègue de travail. Alors qu'en fait, tu vois, nous, on avait un travail à plein temps, c'est-à-dire on pouvait pas donner plus que ça, tu vois. Et puis, euh, et puis voilà, ça s'est terminé un petit peu comme ça. Et un peu avant que ça se termine, genre 2, 3 mois avant que ça se termine, Oui. moi et un coloc à moi, on a fait un marché du Ramadan. Le même concept que le marché de Noël, mais c'est un marché du Ramadan. Donc, en fait, tu as des gens qui exposent soit des vêtements, soit ils ont des stands de nourriture où tu peux aller manger lors de la rupture, etc. Et on C'est avait dommage ça qu'il n'y a décidé, pas ça en France quand même. Un petit marché du il y Ramadan qui aura est là jamais, pendant tout le mois, quoi. il y aura jamais ça en France. Il y aura jamais ça en France. Tu vois, et c'est ce que je Ok. trouve dommage, c'est que la France perd beaucoup de, tu vois, avec ce protectionnisme, c'est pas notre culture, donc non, on veut pas de ça ici, tu vois. Le rejet des étrangers, le rejet d'autres cultures, c'est quelque chose en fait qui est super enrichissant. Et tu vois, moi je l'ai vu à Singapour, j'ai vu dans plein de pays, même ici en Chine, tu vois. On peut dire ce qu'on veut avec ce qui se passe avec les Ouïghours. Il y a d'autres communautés musulmanes en France qui ne sont pas les Ouïghours, qui
en Chine, pardon, pas en France, qui vivent ici et Chine. qui sont très intégrés et qui apportent énormément à la culture chinoise avec leur culture qui est un mix de la Ok. culture centrale asiatique, tu vois. Et peu importe la religion, ils sont parfaitement intégrés dans la société. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas ça en France. Mais bon, bref, à Singapour, tu avais ce marché du Ramadan et avec cet ami, on s'est dit, écoute, pourquoi on ne prendrait pas un stand et qu'on ne vendrait pas des churros et des crêpes? Voilà, on va faire des churros et des crêpes. On va devenir des forains. Simple. Tu vois. Très simple, Des valeur forains. sûre. De valeur Ouais. sûre. Et donc, on a payé, je crois, c'était 6 000 $ pour avoir un stand là-bas. Donc, Le mois. on a acheté, au moins, ouais, pendant tout le mois, on a acheté le matériel, on a fait notre marketing. Donc, on avait une banderole, on avait nos couleurs, etc. Tout était bien, tu vois. Et le premier jour, on vend, je crois, un truc genre 2 crêpes. Deux crêpes. Mais Ils deux connaissent pas les crêpes. crêpes là-bas? Non, mais ils en voulaient pas. Ils en voulaient pas, mais par contre, on a vendu pour 900 $ de churros. Tu vois. Ah, les churros, ça marchait plus. 900 $ de churros et nos churros, ils coûtaient un truc, je crois qu'ils coûtaient 4 $. Un paquet, c'était 2 ou 4 $, j'ai oublié. Je pense que c'était plutôt 2 $ le paquet de churros. Donc, t'imagines en fait combien de paquets de churros on a. Non, je crois que c'était 4 $. 900 $, c'est Parce énorme que alors. C'est énorme, tu vois. c'est On a fait énorme. 900 $ et on s'est regardé comme ça. Et c'est là, en fait, on s'est dit, mais attends, on va se mettre à fond, tu vois. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a appliqué la loi de Pareto. Mais là, c'était simple parce qu'il y avait juste 2 produits. T'en as un, c'est un Deux loser, produits. t'en as un, c'est un winner. Donc, on va se concentrer sur le winner, tu vois ce que C'est je veux dire? mineur direct. Ouais. Pourquoi se prendre la tête? Parce qu'en plus, les pâtes, faut les faire, ça prend du temps, ça coûte des ingrédients, etc. On s'est dit, on va capitaliser en fait sur les churros. Donc, on a capitalisé sur les churros. On est parti acheter des sauces, donc chocolat, fraises et caramel. Non, pardon. Le chocolat et le caramel, on le faisait. Le fraise, on l'a acheté. Mais le fraise, personne n'en voulait. Donc, au final, on n'a plus fait de la fraise. On a juste fait du chocolat et du Et caramel. ils aimaient pas avec le Nutella? Euh, on n'a pas essayé en fait. Parce que je pense Ok. que Nutella, ça aurait coûté trop cher déjà. Et Oui. ça aurait fait, tu vois, comme je t'ai dit, partisan du moindre effort. La sauce chocolat, ça marche très bien, faisons la sauce chocolat. Ouais. On n'est pas en train Ouais. d'ouvrir une boutique ou quoi. Ça marche. C'est la combinaison gagnante. On reste sur la combinaison gagnante et on capitalise dessus. Et dans le business, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Il faut tester différents trucs, mais dès que tu as un truc qui marche, en fait, capitalise dessus. C'est-à-dire que tout le reste, Tu tu abandonnes fonces, et tu te focuses, tu te concentres dessus. Tu vois. Mm. Tu vends des vêtements, il y a 20% de tes vêtements qui vont t'apporter de l'argent. Le reste, ça va t'apporter à rien du tout. Tu vois ce que je veux dire, des clopinettes. Concentre-toi, fais le marketing sur ça, mets ces produits-là en avant sur tes boutiques e-commerce ou bien dans ton magasin. Concentre-toi sur ce qui marche. Et ce qui marche pas, laisse-le de côté. Si tu vends, c'est bien. Si tu vends pas, c'est pas le plus important. Donc, on s'est concentré sur les churros et ces sauces-là. Et au bout on a travaillé dur, hein, parce que moi, j'avais mon travail. Donc, c'est-à-dire que je commençais le matin à 8h. Je terminais Oui. à 17h. Il fallait que je passe à la chocolaterie, voir combien on avait fait de ventes et parler avec le chef chocolatier et devoir l'aider si ça marchait ou pas. Ensuite, il fallait que j'aille à 19h au marché. Donc, il fallait que je coupe mon jeûne, que je fasse ma prière, que je me mette derrière le stand et que je travaille comme ça de 7h jusqu'à minuit, 1h du matin, que je rentre à la maison, Ouais, et que je prenne une douche et rebolote. Et comme ça pendant un mois. Pas de jour de repos, sauf avec mon travail, mais quand j'avais des jours de repos avec mon travail, il fallait quand même aller travailler au marché. Tu vois. Et comme ça pendant un mois. Et au bout d'un mois, on était sur les rotules et on a fait un profit, pas un chiffre d'affaires, un profit de 28 000 Singapour dollars. C'est quoi l'équivalent en euros? Ça faisait à peu près 24 000, 25 000 euros. Ah ouais, c'est énorme en bénéfice, hein? En En bénéfice, c'est marge, énorme. quoi, la marge. Alors, c'est là, en énorme. fait, que je me suis dit, ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit, mais en fait, le business, c'est ça. Le business, Juste avec des churros, quoi. Voilà, juste avec des churros, tu vois ce que je veux dire? C'est Churros, ça, ouais. c'est ça. Là, Incroyable. j'ai essayé de faire une chocolaterie, on a dépensé de l'argent, on a acheté du matériel, on a acheté ci, ça, on a payé des licences, on a fait la incorporation et tout ça. Mais là, on a juste fait un truc tout simple avec des churros, un truc de marché, tu vois ce que je veux dire? C'est le genre le my show, tu vois le délire ou pas? Ouais. Et on a réussi à taper à peu près 25 000 euros de chiffre d'affaires, de bénéfices. Donc, c'est là où je me suis dit,
mais je peux jamais retourner Jamais. travailler pour qui que ce soit. En plus, je gagnais bien ma vie, hein. Singapour, j'avais un salaire d'à peu près 5 000 ou 6 000 Singapour dollars, tu vois. Donc, Ah c'était pas ouais, quelque chose. Voilà, j'étais à peu Mais près après, le niveau à de vie, il est à peu près coléré, non? Singapour, tu peux vivre, ça coûte cher la vie, mais si tu fais attention, tu peux en sortir. Tu peux en Ok, sortir assez ok, bien, tu vois. ok. Donc, euh, donc voilà, c'est là que je me suis dit, voilà, je peux jamais retourner travailler pour quelqu'un. J'ai démissionné de mon travail dans la chocolaterie pour aller travailler dans une école, mais le travail dans cette école, donc j'allais devenir professeur de pâtisserie. Pour moi, c'était juste une transition afin de mettre mes affaires en ordre et pouvoir monter en fait mon café. Donc, quand je dis mon café, c'est pas comme le café en France, où le café, tu vas au PMU et tout, hein. C'est genre salon de thé, en fait, tu vois. Non, mais je dis bien parce que des fois, quand je dis café aux gens, ils me regardent, café? Ouais, Mais t'es pas pâtissier à la café. base? Oui. Quand tu dis non, mais dans le monde anglo-saxon, quand tu dis un café, en fait, c'est une bakery, quoi. C'est un endroit où tu peux acheter des pâtisseries, tu peux t'asseoir, Ah, prendre c'était ton thé. Starbucks, quoi. Café, Voilà, t'as voilà, des si tu trucs veux. pour manger. Ouais, Voilà, c'est voilà. ça. Ok, Donc, je voulais ouvrir mon café. Donc, j'avais mon petit capital, donc que j'avais gagné du mois de Ramadan. Et puis, ok. et après, quand je suis prêt à me lancer, l'erreur de tout débutant, que beaucoup de débutants font, c'est que tu démissionnes pour lancer ton business. Alors qu'en fait, Hmm. tu ne sais pas si ça va Tu veux pas marcher. la transition? Il y a pas de transition. Tu testes, comme on dit, tu testes la profondeur de la rivière avec les deux pieds. C'est voilà, mon erreur. Mais j'ai sauté pieds joints dans la rivière et la rivière était Ouais. beaucoup trop profonde pour moi et je Profonde, savais ouais. pas nager. Donc en fait, je me suis retrouvé du jour au lendemain sans travail, avec un loyer d'à peu près 2600 dollars singapouriens à payer et, euh, Ouais. et le business qui Et fonctionne ouais, pas il y a parce pas qu'en beaucoup de fait, clients. Ouais. c'est pas qu'on n'avait pas beaucoup de clients, c'est qu'on n'avait même pas trouvé en fait de local parce que tout était beaucoup trop cher. On n'avait pas fait d'études dessus, tu vois, avec ma partenaire. On n'avait pas fait d'études et on faisait en fait des pop-up stores. C'est-à-dire que quand il y avait des événements, des fois quand tu vas dans disons par exemple à ces festivals de musique, on a fait le festival Ultra. C'est un festival de musique qui est super connu, surtout au Brésil et au Japon. Ils étaient venus à Singapour. Donc en fait, dans ces festivals de musique, des fois ils ont des contracteurs qui vendent de la nourriture, tu vois. Donc, on Hum, trouvait hum, des hum, hum. espaces comme ça, dans des festivals de musique, dans des salons. Donc, on vendait nos churros. On était toujours dans les churros, on vendait nos churros, on avait nos matériels. Mais en fait, ça demandait beaucoup trop d'efforts pour beaucoup peu de revenus. Et tu payais des fois l'emplacement 1000, 2000. Et des fois, tu allais dans des événements, mais il n'y avait pas tant de monde que ça. Donc, en final, des fois, tu perdais de l'argent. Et il fallait louer Ok. une voiture parce que j'avais pas de voiture là-bas. Il fallait louer un camion pour emmener notre matériel. On payait un storage pour mettre tout notre matériel. Il y avait aussi l'autre moitié du matériel qui était stocké chez moi sur mon balcon. Enfin, c'était la totale la folie et ça marchait pas. Il faut que je trouve un travail. J'ai cherché du travail sur Singapour, ça n'a pas fait. Je me suis dit le meilleur endroit où je peux aller maintenant, qui se trouve pas trop loin, c'est la Chine. Parce que la Chine, c'est grand. Singapour, c'est tout petit. Oui. Donc, le nombre Hum, d'hôtels et hum. le nombre de places, il est limité. Mais en Chine, tu as beaucoup plus de chances en fait, de trouver un emploi en Chine. Donc, j'ai Oui, pris oui. un billet d'avion pour aller en Chine. Je suis arrivé ici en Chine. Et en un mois, je crois, un mois et demi, j'ai trouvé un emploi. C'était un super Ok. emploi où j'étais très bien payé. J'étais directeur de recherche et développement pour une usine qui faisait de la pâtisserie surgelée haut de gamme pour les hôtels, les restaurants, les cafés. Pour les hôtels. Ok. Donc, mon Et là, but, en du fait, coup, tu c'était venais avec plusieurs langues. T'avais appris plusieurs langues. je parle le japonais, je parle l'indonésien, je parle l'anglais, je parle le français. Donc, tu travailles dans une grosse boîte, industrie pâtisserie, c'est ça, haut de Mhm. gamme. Ouais. Et comment ça se passe? Bah, ça se passe bien, mais comme je te dis, en fait, je suis arrivé et donc on m'a donné ce poste de directeur de recherche et développement. Donc tu arrives, tu ne parles pas la langue, tu dois créer un catalogue d'à peu près 30 gâteaux différents. Ça a été Ah ouais. super difficile avec des équipes qui parlent à peine l'anglais, donc tu dois apprendre le chinois. Et puis, tu dois découvrir en fait où sont les différents fournisseurs. Tu dois réussir à adapter des produits de pâtisserie fine, de pâtisserie haut de gamme, de pâtisserie que tu fais parce que j'ai travaillé dans des étoilés, j'ai travaillé au Plaza Athénée, j'ai travaillé pour des meilleurs ouvriers de France. Mais là, tu commences à devoir adapter ces produits pour l'industriel, tout en maintenant la qualité, mais en essayant de les rendre Ah, c'est un gros cost challenge, ça. effectifs. C'est un gros challenge parce que tu dois faire attention au coût,
tu dois faire attention à la production parce que les personnes qui vont reproduire derrière, c'est pas des personnes qui, comme toi, ont une expérience, savent utiliser leurs mains. Ce sont des personnes, dans les usines, on sait comment ça se passe, ce sont des petites mains, ce sont des gens qui arrivent du fin fond de Guangzhou, du Xinjiang, tu vois, du village, tu vois, qui viennent, ils sont pas payés cher, mais il faut leur donner quelque chose de facile à faire, de manière à ce qu'ils puissent reproduire, en masse, tout en maintenant la qualité. Gros challenge. Mon esprit a fumé plusieurs fois, tu vois. Mais malgré tout, on a réussi, on a travaillé, j'ai appris énormément de choses. Je travaillais avec une designer qui nous designait les décorations de chocolat. Donc après, on contactait une entreprise qui, eux, faisait de la décoration avec de l'imprimerie 3D. C'est-à-dire qu'ils imprimaient en 3D, en fait, le chocolat. Donc on avait des décorations de chocolat qui étaient, j'ai toujours dit, en fait, c'était la tech de la pâtisserie, tu vois, parce qu'on était dans l'innovation à outrance, tu vois ce que je veux dire. Il n'y avait pas de limite, tu vois. On faisait des figurines en imprimante 3D et on avait une thermoformeuse, c'est-à-dire qu'on pouvait mouler absolument n'importe quoi. Je sais pas si tu connais, c'est soldats du, comment on appelle ça? Les Xi'an Soldiers. Donc, c'est les soldats du Xi'an, c'est les espèces de soldats en terracotta. Non, je vois pas. C'est limite, on dirait qu'en fait, c'est des statues de soldats, une armée tout entière de soldats qui étaient sculptés en fait dans le sol, en Chine. Oui, je vois. Bon. C'est sorti dans plein de films, non? Ce genre de Dans truc. plein de films, ouais, on en voit dans plein de films. Bon, en fait, on avait fait quoi? On avait imprimé en 3D un des soldats, on avait utilisé une thermoformeuse pour faire un moule et on avait moulé ça en chocolat, tu vois. Et on en avait fait un produit. Donc en fait, tu vois, tu étais vraiment dans la création. Moi, je m'amusais, mais de fou, tu vois. Donc ça, c'était une chose, il y avait la création. Mais la chose qu'on m'avait pas dit, c'est que, bon, il faut que tu aides aussi pour la production. Donc, en fait, je suis devenu manager de production. Tous les systèmes de production, c'est moi qui faisais. Les systèmes, les SOP, les différentes procédures, j'ai tout fait alors que j'avais pas de background avec ça. J'avais jamais fait de l'usine avant. Mais j'ai appris énormément de choses, tu vois. Et ça, j'ai adoré. Et en parallèle de ça, comme je t'ai dit, en arrivant en Chine, je me suis dit j'avais envie de faire du business entre la Chine et l'Afrique. Donc, j'ai commencé à côtoyer pas mal d'Africains, des étudiants, des entrepreneurs, etc. Je suis rentré dans pas mal de groupes WeChat, je parlais aux gens, je leur demandais qui fait du business, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est dans l'import-export. Donc, étant naturellement social, en fait, j'invite les gens, on va prendre des cafés, on va au restaurant, on va en soirée. Petit à petit, en fait, notre groupe est grandi jusqu'à ce qu'on ait à peu près une vingtaine, une trentaine, une quarantaine. Quand on est une quarantaine, un soir à sortir en soirée, je me dis, attends, là, il y a quelque chose parce que c'est toutes des personnes qui sont intéressées de proche ou de loin à l'entrepreneuriat, au business. Il y a quelque chose à faire. Oui. Et c'est comme ça qu'en fait, Afromind est né. Donc, c'était en 2017. Et on a commencé à organiser justement des masterminds, on appelle ça les Afromind, des soirées Afromind, où en fait plein d'esprits africains, tu vois, venaient se rencontrer. Et on parlait business. C'était tous les premiers vendredis du mois. Donc on trouvait un working space du style WeWork ou bien d'autres working space, co-working space.